Pour notre 747e émission, je vous raconte effectivement un avion, et pas n'importe lequel, le 747. Un avion géant qui décolle des États-Unis au tout début des années 1970 dans une société de consommation qui veut permettre à tous de voyager dans le monde. Et pour en parler, c'est dans un Boeing 747 que nous avons installé nos micros. Un 747 ouvert à tous, puisqu'il est installé ici au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, pas très loin de Paris. Et celle qui nous accueille cet après-midi, c'est la chargée de médiation culturelle et scientifique du musée. Bonjour et surtout merci de nous accueillir, chère Jeanne Barthélémy. Bonjour Stéphane. Jeanne, je me trouve avec vous sur le tarmac du Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, où un Boeing 747 d'Air France trône en vedette. Cet avion, je crois qu'il est ouvert aux visiteurs depuis juin 2003. Quelle est son histoire à celui-ci et quand a-t-il été mis en circulation et cumule combien d'heures de vol? Vous êtes ici devant le Boeing 747-128 qui fait partie de la première génération des Boeing 747, 28 indiquant qu'il fait partie de la flotte d'Air France. Celui-ci particulièrement est arrivé en vol depuis Beyrouth le 25 novembre 2000. Il cumule 97 271 heures de vol pour un peu plus de 30 ans de carrière. Cet avion, il est mythique, il est immense et on va avoir l'occasion de le visiter. Ah ben, volontiers. Alors je crois que j'ai obtenu mon boarding pass, comme on dit, ma carte d'embarquement. Je vais pouvoir embarquer avec vous, Jeanne Barthélémy, et tous nos auditeurs aussi. Ça fait du monde, je vous préviens. Jeanne Barthélémy, on se trouve toujours à bord du Boeing 747, exploité par Air France, aujourd'hui devenu pièce de musée au musée de l'Air et de l'Espace, qui est ouvert aux visiteurs depuis plus de 20 ans, ici au Bourget. On est à l'entrée de l'avion, dans l'espace réservé aux premières classes, n'est-ce pas, qui sont devant nous. Et puis là, je vois, il y a un petit escalier en colimaçon qui mène au cockpit de l'avion, c'est cela? Exactement. Eh bien, vous nous y emmenez? Bien sûr, suivez-moi. Eh bien, je vous suis. Ça grince un peu. Oui. C'est une pièce de musée. Exactement. Mais l'une des particularités de ce Boeing 747, c'est donc ce pont supérieur sur lequel on se trouve, Jeanne. Juste devant nous, le cockpit donne, c'est vrai, l'impression aux visiteurs d'effectuer un peu un vol de nuit, non? Exactement, vous avez les cadrans qui sont allumés, les aiguilles qui sont mises en situation comme un vol transatlantique. Et je vois qu'il y a 4 sièges. À qui sont destinés? Donc il y en a 2 il y a le commandant de bord, le copilote et les 2 autres. Eh bien, vous avez un observateur, un siège qui n'est pas toujours utilisé, mais également l'officier mécanicien navigant, qui est la personne qui gère tous les systèmes. Donc les systèmes pneumatiques, les systèmes hydrauliques, les systèmes électriques. C'est un métier qui n'existe plus, qui est remplacé par un ordinateur, mais le Boeing 747 se pilote à 3. Jeanne Barthélémy, on se trouve maintenant, on est toujours sur le pont supérieur du Boeing 747 du Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Et juste à côté du cockpit, il y a ce petit salon qui m'a l'air particulièrement confortable. Il était destiné aux passagers des premières classes, n'est-ce pas? Et là aussi, il y a une particularité de cet avion mythique. Est-ce que vous pourriez nous décrire cet espace qui est assez particulier, vraiment? Oui, et bien là, vous êtes sur le pont supérieur du Boeing 747. De l'extérieur, on est sous la bosse, devant le cockpit. Ici, c'est un aménagement commercial. Au musée, nous avons un Boeing 747 avec un aménagement commercial, avec vraiment la première classe et la seconde classe. Et les personnes de la première classe pouvaient profiter de ce petit salon qui a l'air fort confortable. On se trouve maintenant alors dans un espace où les sièges destinés eux aussi aux premières classes ont été enlevés. C'est là qu'on réalise que le Boeing 747 est un espace immense. Peut-être vous pourriez nous rappeler les proportions. Je parlais de 59 mètres sur 70, c'est ça, non? À peu près. En fait, le Boeing 747 fait 60 mètres d'envergure, avec 71 mètres de longueur, 20 mètres de hauteur, 528 mètres carrés à l'air pour 4 réacteurs. Donc c'est vraiment un avion qui est gigantesque. C'est un géant. Il est vraiment géant et sans les sièges, on se rend vraiment compte de la taille de cet avion. Alors, on va avancer, on va emprunter le couloir de l'avion. On passe devant ce qu'on appelait le galet, c'est dans le jargon de l'aviation, n'est-ce pas? C'est un peu l'office, là où les
les hôtesses de l'air préparaient les repas, c'est ça? Oui, le galet, c'est l'ensemble des meubles de stockage. Donc ça peut être autant de la nourriture que d'autres matériels. C'est un espace qui est dédié au PNC, donc au personnel navigant commercial. Et donc vous avez, vous voyez, des fours pour faire chauffer, différents éléments qui permettent de mettre de la nourriture, tout ce qu'on peut manger. Et puis surtout des chariots, des trolleys qui rentrent parfaitement. Et puis le tout bloqué par, vous le voyez, des petits crochets rouges qui permettent en cas de turbulence que tout ne parte pas dans tous les sens. Oui, c'est ce qui explique aussi l'agitation des hôtesses de l'air quand il y a des turbulences. Il Exactement. faut tout refixer, évidemment. Ah oui, il faut mettre tous les crochets, il faut se préparer. Alors, on continue notre visite. On va entrer maintenant dans la partie arrière de l'avion où tout a été démonté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sièges, plus de revêtements. Là, on voit vraiment, on va voir ce qui est vraiment le squelette de l'avion. La structure de cet avion de ligne est proprement impressionnante. On aime bien les chiffres, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns? Oui, bien sûr. Eh bien, ici, dans le Boeing 747, on a 274 km de fils électriques Ah oui. visibles. Ça se doit beaucoup amuser les gens qui viennent voir l'arrière des toilettes aussi et tout ce qui est... Parce que là, on voit vraiment la carcasse, la structure même de l'appareil. Et là, j'ai l'impression qu'on peut descendre à la soute, c'est ça? Exactement. À nouveau, on réalise que le Boeing 747 est un mastodonte, puisque je crois, on m'a dit que vous y avez embarqué une voiture. Je ne sais pas si je peux... Ah oui, je la vois, elle est toute jaune là. Tenez, je me rapproche et c'est fou parce qu'on voit également où sont positionnés les trains d'atterrissage. Oui, alors ce qu'il faut savoir dans l'aviation, c'est que plus l'avion est grand, plus la soute est grande. Donc dans la soute du 747, vous avez le réservoir de carburant, le réservoir d'eau. Vous avez également 5 soutes pour les trains d'atterrissage, puisqu'il y a 5 trains d'atterrissage pour 18 roues. Et puis, au musée, nous avons une Twingo jaune qui prône en vedette dans cette soute, qui montre qu'on peut avoir énormément de marchandises dans un Boeing 747. Et puis, devant vous, 2 caisses, une pour un chien, une pour un chat, qui montrent que les soutes des avions sont pressurisées, mais également chauffées pour ces petits passagers. Ils n'avaient pas froid donc? Ah non, pas du tout. Ah, c'est assez rassurant. Je me suis toujours posé la question. On va remonter et entrer dans une partie de l'avion que le public peut apercevoir, mais auquel il n'a pas accès. Jeanne, c'est l'arrière-cabine du 747. C'est un espace dans lequel on va avoir la chance de pouvoir entrer et qui, d'ordinaire, est réservé au tournage. Je crois qu'il y a beaucoup de scènes de films qui s'y sont déroulées. Ça veut dire que régulièrement, vous recevez des équipes de tournage de films? Oui, il y a des films qui sont tournés. Il y a eu le biopic de Dalida et ainsi que Babysitting 2 qui ont été tournés. Mais surtout, l'été, au Musée de l'Air et de l'Espace, nous avons un cinéma en plein air un peu particulier, puisque sur la carlingue de l'avion sont projetés des films. C'est un événement qui s'appelle Ciné Tarmac. Jeanne Barthélemy, merci de nous avoir fait visiter cet avion mythique conservé au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. On va continuer, si vous le voulez bien, en parler avec Marie-Laure Griffaton, qui est conservatrice générale du patrimoine, directrice du département scientifique et des collections du musée. Marie-Laure Griffaton, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conservatrice générale du patrimoine, directrice du département scientifique et des collections du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. On se trouve avec vous confortablement installé dans cette cabine arrière du Boeing 747 conservée au musée. Bon, on n'est pas en première classe, il faut le dire. Quand même, c'est vrai, là c'est la seconde classe, non? Oui, tout à fait. Ouais, mais ce qui est bien. intéressant, c'est que le public puisse voir tous les espaces de l'avion et c'est cette découverte qui est intéressante pour les visiteurs. Exactement. Alors, on a évoqué la place de cet avion sur le tarmac. Quelle est pour vous sa place dans l'histoire de l'aviation? Est-ce que vous confirmez que ça a marqué un tournant dans l'histoire de l'aviation mondiale? Oui, alors c'était une place tout à fait majeure puisque à l'époque, c'était le plus gros porteur civil long courrier. Après la guerre, il y a eu dans un premier temps les avions à hélice, puis les avions à réaction. Et par exemple, la Caravelle a été le premier avion civil à réaction. Mais évidemment, elle avait une capacité très limitée. D'ailleurs, sur le tarmac du Bourget, on la voit à côté de 380. On voit à quel point elle était finalement de taille réduite. Et ensuite est arrivé le 747,
qui a été véritablement une révolution à plusieurs titres. D'abord, ça a été un quadri-réacteur. En plus, il y avait 2 ponts. Alors, 2 ponts partiels, contrairement à l'A380 qui est en 2 ponts total. Mais c'est vraiment un avion qui a marqué l'histoire du transport de masse et du développement du tourisme pendant des années et des années. Il y a eu d'ailleurs 1500 747 de différentes versions qui ont été construites. Le Boeing 747, à bord duquel on se trouve, est arrivé au musée de l'air et de l'espace du Bourget en février 2000. Il est devenu une pièce de musée 23 ans avant que le dernier exemplaire de ce modèle mythique ne soit produit. C'était en janvier 2023. L'histoire de l'aviation s'écrit donc au présent. Pourquoi est-ce qu'il est entré si tôt au musée de l'air et de l'espace, alors que pendant encore 23 ans, d'autres continuaient à circuler dans le monde? Pendant 27 ans, cet avion a transporté des passagers pour la compagnie Air France et il s'est arrêté ensuite en 2000, le 10 février. Et à ce moment-là, la compagnie a décidé de le donner au musée. Il est arrivé 15 jours après en vol, comme tous les avions de grande taille au musée, puisque bien évidemment, il est hors de question de les amener par la route. Et de ce fait, il est important pour des questions de maintenance de le faire très rapidement. Et de toute façon, le musée a vraiment la vocation de montrer bien évidemment l'histoire de l'aviation, mais aussi le présent et le futur. Donc c'était important d'avoir quand même très rapidement cet avion absolument mythique et emblématique du transport. Et ça permet à nos jeunes visiteurs notamment de pouvoir monter dans cet avion, sachant que beaucoup d'entre eux n'ont jamais pu emprunter un avion. C'est une merveilleuse façon de découvrir l'aviation pour tous les jeunes. Est-ce que ça demande un entretien particulier d'avoir comme ça un avion immobilisé sur le tarmac et qui est devenu une pièce historique? Le 747 est un des 400 aéronefs conservés au musée. Il pose des problèmes très spécifiques, alors d'abord de par sa taille. Et les avions ont toute une particularité. Alors, toute la partie en plastique, par exemple, est très compliquée à conserver puisqu'elle devient cassante en vieillissant. Les métaux, notamment tous les allages d'aluminium, se conservent très mal. En fait, paradoxalement, il est parfois plus difficile de conserver un avion récent que, par exemple, une hache de l'âge du bronze dont on maîtrise très bien la conservation. Et puis, évidemment, il y a la taille qui fait qu'en termes de nettoyage, quand on nettoie, par exemple, l'extérieur, c'est une tâche immense. Et évidemment, tout ce qu'on appelle les corps creux, les réservoirs, etc. Donc c'est très spécifique, mais c'est aussi un défi que nous aimons bien relever. Sur le tarmac du musée de l'air et de l'espace, juste à côté du Boeing 747 où l'on se trouve, j'ai vu qu'il y avait un Airbus A380, son principal concurrent dans les airs, qui a fini d'ailleurs par lui voler la vedette. Il est encore plus grand, encore plus impressionnant. Est-ce qu'au sein du musée, il y a une sorte de rivalité? Est-ce que le public préfère l'A380 ou le 747, sachant que l'A380, lui, n'est pas ouvert à la visite? Alors, pas encore, mais il le sera d'ici quelques années puisque nous allons ouvrir un nouveau hall sur l'aviation commerciale légère et sportive. L'A380 du musée est un avion d'essai, donc un petit peu spécifique. Mais je pense que chacun a un intérêt pour des avions particuliers et chacun a vraiment marqué l'histoire, au même titre, par exemple, aussi que le Concorde, qui a été le grand rival du 747 à l'époque, puisque au moment où on a conçu le 747, il y avait 2 grandes options. Soit on optait pour la vitesse avec des supersoniques à plus de 2000 km/h, soit on allait vers des gros porteurs comme le 747, avec une grande capacité d'emport de passagers. Et là encore, pour la 380, il y a des problématiques de restauration, d'entretien du patrimoine, parce qu'ils sont destinés à voler ces avions et pas à être immobilisés sur un tarmac. Ça pose évidemment quelques problèmes spécifiques de conservation, notamment au niveau des trains d'atterrissage. Mais vous imaginez bien que des avions, qu'ils soient récents ou beaucoup plus anciens, puisque les plus anciens du musée datent du début du XXe siècle, ne peuvent plus voler, y compris pour des raisons d'entretien, de licence, de certification. Mais quelque part, c'est un musée de référence très complémentaire de tous les meetings, par exemple, où on peut voir des avions voler. Ici, par contre, à un temps donné, par exemple, on peut voir 2 Concorde, ce qui est évidemment un des seuls lieux en France, et ça permet de voir à la fois un Concorde d'essai et un Concorde de ligne. Donc c'est très particulier et ça procure un autre plaisir, une autre façon de découvrir l'aéronautique. L'année dernière, je le disais, l'ultime exemplaire du Jumbo Jet a été livré, Boeing ayant décidé de stopper la production de son modèle mythique.
Pendant combien de temps des 747 voleront-ils encore? Parce que vous parliez de 27 ans pour cet avion. Ça peut voler pendant combien de temps un jumbo jet, un 747? Alors, normalement, un avion, c'est à peu près 100 000 cycles d'atterrissage-décollage sur 20-30 ans. En réalité, d'une manière générale, c'est plutôt 15-20 ans, mais les 747, très particulièrement, ont eu parfois des carrières d'une quarantaine d'années. Donc là aussi, il y a eu quelques exceptions. Ça montre à quel point cet avion était quand même particulièrement performant. Marie-Laure Griffaton, le musée de l'air et de l'espace conserve des centaines d'avions, vous me le rappeliez à l'instant, qui racontent les différentes étapes de l'histoire fabuleuse de l'aviation. Quel sera le prochain aéronef à intégrer le musée? Un avion vert, peut-être, sur lequel les deux plus gros avionneurs, Airbus et Boeing, sont en train de plancher? Oui, alors à terme, et d'ailleurs on le présentera dans le futur rôle, il y a évidemment des recherches pour essayer de minimiser les émissions de CO2. Évidemment, il y a les recherches autour de l'hydrogène, des carburants avec notamment l'intégration de biocarburants. Puis la L'avion Solar électrique Impulse aussi. Voilà, La Solar Impulse, bien par évidemment. exemple. Et puis des tests d'avions électriques. Alors pour des avions de taille évidemment beaucoup plus modeste et sur des petites distances, parce que le poids des batteries est tel qu'on ne peut pas faire des longs courriers, mais c'est évidemment des pistes. On peut imaginer qu'avec l'émulation actuellement et avec les problématiques autour de l'environnement, il y a énormément de recherches en cours de développement et c'est une période finalement extrêmement intéressante à observer. Et puis il y a aussi par exemple les fameux avions à décollage vertical. On en voit de plus en plus, on en a vu au Salon du Bourget, on en verra dans les prochains temps. C'est une des pistes qui est en train de se développer, notamment pour du transport urbain particulier. Vous avez assez de place pour accueillir tous ces avions? Alors oui et non, on a un site qui fait 25 hectares au musée avec une partie en réserve. Évidemment, ce n'est pas extensible, mais le fait d'être sur l'aéroport du Bourget avec un site assez vaste fait qu'on peut développer les collections avec aussi une dimension spatiale qui est importante en complémentarité de l'aviation. Merci beaucoup Marie-Laure Griffaton de nous avoir éclairé de vos lumières, très confortablement installé dans ce Boeing 747. Voilà, il est temps maintenant de détacher sa ceinture. On n'a pas vu le temps passer. 1 heure de vol, nous voici arrivés à destination. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, ainsi que Jeanne Barthélémy cet après-midi dans Historiquement Vôtre, pour cette visite du Boeing 747, l'avion qui a démocratisé l'avion.